Bonjour mes chers amis, jour 12, j'espère que je vous retrouve dans une forme resplendissante. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du syndrome d'excès d'empathie ou d'usure de compassion. Une personne présente un accès d'empathie est comme une antenne à longue portée qui absorbe et engloutit chaque émotion vibrant dans son entourage. Loin de gérer une telle surcharge, elle finit par se diluer dans le besoin des autres, s'empoisonnant d'une compassion excessive au point de se sentir coupable de la souffrance que les autres éprouvent. Peu de souffrances peuvent être aussi épuisantes. Il est possible que considérer ce type de situation comme un problème clinique en surprenne plus d'un. Nous sommes-nous pas en train d'exagérer en opposant une étiquette pathologique à des comportements apparemment normaux? De toute évidence, non. Et il existe une explication. Si le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux lui-même l'étiquette comme une caractéristique de problème de la personnalité, c'est pour une raison bien évidente. La capacité de se mettre à la place de l'autre est l'une des fonctions les plus importantes de l'intelligence. Elle montre le degré de maturité de l'être humain. Tout comportement qui entrave notre façon de communiquer, qui nous génère de la souffrance et l'incapacité de mener une vie normale nécessite un diagnostic et un type de stratégie thérapeutique capable de résoudre la situation. Par conséquent, les personnes qui souffrent d'un excès d'empathie ou d'hyper-empathie et qui manifestent un modèle persistant de mal-être et une incapacité à fonctionner à niveau social, personnel et professionnel entreraient, dans ce cas, dans un trouble de la personnalité. Tout cela nous conduit incontestablement à prendre conscience qu'il ne s'agit pas de la même chose d'être très sensible et de souffrir d'un syndrome d'hyper-empathie. Par exemple, dans l'intéressant ouvrage de Sandra L. Brown intitulé « Les femmes qui aiment les psychopathes », nous trouvons un élément qui ne peut laisser personne indifférent. Le travail de cette psychiatre nous permet de constater qu'il existe des femmes qui parviennent à comprendre le comportement psychopathique de leur conjoint et même de le justifier. Leur excès d'empathie les empêchait complètement de voir le prédateur, le meurtrier ou l'agresseur qu'elle avait devant elle. De plus, leur habileté pour justifier les actes violents de leur conjoint s'avérait hautement sophistiqué. Un fait qui montre clairement que l'excès d'empathie est un type de trouble dont nous parlons peu, mais que nous devrions prendre en considération. Empathie et excès d'empathie, frontières de l'équilibre et du bien-être. Peut-être que certains d'entre vous penseront que si l'empathie est une capacité positive, utile et désirable, pourquoi ne serait-il pas correct de présenter beaucoup d'empathie? Comme toujours dans la vie, les excès ne sont pas bons, l'idéal étant l'équilibre. Il se produit de même chose avec cette dimension où nous ne parvenons pas à discriminer le moi propre ainsi que le moi des autres. Autrement dit, quand la fameuse phrase selon laquelle l'empathie est la capacité de se mettre à la place de la personne qui se trouve face à nous, nous devrions préciser que nous le ferons, mais sans jamais cesser d'être nous-mêmes. Par ailleurs, il est important de se souvenir quels sont les types d'empathie que nous pouvons éprouver, lesquelles sont saines et lesquelles peuvent nous conduire à cette frontière où inévitablement surgir le mal-être. L'empathie affective
où je ressens que ce que tu ressens, dans ce cas, l'empathie affective est liée à notre capacité à ressentir les émotions, les sensations et les sentiments ressentis par une autre personne et par ailleurs avoir de la compassion pour cette dernière. L'empathie cognitive, où je comprends ce qui t'arrive, l'empathie cognitive, quant à elle, est davantage une compétence. Elle nous permet d'avoir une connaissance plus complète et plus précise du contenu de l'esprit de la personne qui se trouve en face de nous. Nous savons ce qu'elle ressent et nous le comprenons. L'excès d'empathie ou hyper-empathie suppose être un miroir et en même temps une éponge. Nous ressentons non seulement ce que les autres ressentent, mais nous le souffrons. Et il s'agit d'une douleur physique qui génère de l'angoisse et par ailleurs nous subordonne aux besoins des autres sans être capable de discriminer cette frontière entre soi et les autres. Qu'est-ce qui caractérise la personne souffrant d'excès d'empathie ou d'hyper-empathie? Décrire une personne souffrant du syndrome d'hyper-empathie ou d'excès d'empathie nous aidera à différents niveaux. Tout d'abord, à faire la distinction entre le simple sensibilité émotionnelle de l'hypersensibilité pathologique. Par ailleurs, nous verrons comment le DSM-V identifie ce type de comportement. Détérioration évidente de l'identité propre ainsi que de les compétences sociales. Il est fréquent que d'autres types de troubles apparaissent, lesquels sont empreints d'obsession ou de comportements psychotiques. Il est fréquent que la personne ressente de nombreux changements d'humeur, allant de la dépression la plus profonde à la joie théâtrale ou excessive. Il s'agit de patients très dépendants. En d'autres termes, ces personnes veulent résoudre les troubles des autres afin de renforcer l'image des personnes utiles et nécessaires qu'elles souhaitent projeter. Elles ont besoin d'une interaction continue et s'acceptent elles-mêmes en accordant des faveurs, voire en les promouvant elles-mêmes. Elles se sentent mal, rejetées et malheureuses si quelqu'un tente d'y mettre des limites. Il est en outre fréquent que les personnes souffrantes d'hyperempathie soient extrêmement superprotectrices et qu'elles sapent l'autonomie des autres personnes. L'excès d'empathie leur fait éprouver de sérieuses difficultés lorsqu'il s'agit d'être productifs dans le travail. Elles se sentent discriminées, pensent que personne ne comprend leur altruisme, leur besoin de soutenir les autres, d'aider. Enfin, nous rencontrons souvent des patients qui passent des excès d'empathie ou ressentiment. Ils vécurent tant de déceptions qu'ils finissent par s'isoler, s'immerger dans leurs sentiments de colère et de déception. Que faire si nous souffrons d'excès d'empathie? À ce stade, beaucoup d'entre nous sont susceptibles de se demander pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'une personne éprouve autant de souffrance en contact des émotions des autres? Nous avons pu constater de nombreux progrès ces dernières années dans ce domaine, de sorte que nous connaissons désormais les bases génétiques et neurochimiques pouvant favoriser cette situation. Ce que nous appelons trouble du spectre de l'empathie nous apporte de nombreuses informations sur des réalités telles que le syndrome d'Asperger, le syndrome d'hyperempathie ou le trouble de la personnalité limite. Il s'agit incontestablement d'un sujet intéressant qui nous apportera de grandes réponses et nous permettra de mettre en œuvre de meilleures approches thérapeutiques dans les années à venir. Par ailleurs, à la question de savoir ce que nous devrions faire si nous souffrons d'excès d'empathie, la réponse peut être plus simple. Demander de l'aide professionnelle. Que nous soyons dans le cas le plus extrême de cette pathologie ou que nous souffrions simplement d'hypersensibilité, il est toujours opportun d'apprendre une série de techniques appropriées afin de fixer des limites,
de disposer d'un meilleur contrôle de nos pensées, d'alimenter nos propres besoins et de définir avec plus de force notre propre identité et estime de soi. Nous ne pouvons pas oublier qu'un excès d'empathie génère non seulement un mal-être, mais nous sépare également de nous-mêmes et du monde de lui-même. Cela ne veut pas la peine de nous enliser dans cette telle sphère de vide et de tourments persistants. Faisons le pas. Il n'y a pas d'émotion inadaptée, seulement une intensité mal ajustée. Le pouvoir adaptatif ou non adaptatif des émotions est configuré par nous. Ils ont une énergie et un message propre. Et c'est nous qui décidons quoi en faire. La valeur adaptative et évolutive des émotions est un fait et la science s'est chargée de le prouver. Les études de Barbara L. Fredrickson, professeure au département de psychologie de l'Université de la Caroline du Nord, ont souligné que les émotions fondamentales ont une fonction adaptative inhérente. Ces résultats nous amènent à conclure qu'il n'y a pas d'émotions inadaptées, mais que, de toutes les manières, les émotions sont topographiquement inadaptées, très intenses ou d'apparition très fréquemment dans diverses situations. Toutes les émotions ont une fonction qui les rend utiles indépendamment de la sensation agréable qu'elles peuvent générer. Car même les émotions les plus désagréables ont des fonctions importantes dans l'adaptation sociale et l'adaptation personnelle. Alors peut-on parler d'émotions inadaptées? Nos émotions sont le produit d'une évolution sensible aux propriétés du monde extérieur. Pour autant, tout n'échappe pas à notre contrôle dans cette équation génétique qu'est l'émotion. Nous pouvons interagir et l'adapter au contexte, c'est-à-dire que nous avons la capacité de gérer son énergie et son message. Des émotions inadaptées. Georges Buchan nous dit que beaucoup de sentiments naissent en dehors de notre choix et que nous sommes donc pas responsables de leur apparition. Pour autant, nous sommes responsables de la façon dont nous réagissons face à elles. Nous allons tous expérimenter toutes les émotions du spectre humain au cours de notre vie. Nous avons hérité d'elles par nos ancêtres et nous avons acquis de la phylogénétique par notre cerveau. Ressources d'adaptation. De quoi s'agit-il? Les individus ont tendance à utiliser certaines stratégies pour gérer leurs problèmes. Ces efforts de confrontation sont connus en tant que ressources d'adaptation. Elles peuvent être intentionnelles ou involontaires. Elles nous aident à faire face aux demandes et aux conflits qui nous sont opposés et qui dépassent les ressources dont dispose une personne. Chacun d'entre nous a une capacité différente pour affronter différents défis ou situations en raison de nos expériences et de notre apprentissage. Nous utiliserons, par ailleurs, différentes stratégies pour surmonter avec succès les obstacles qui se présenteront. Il est important de disposer de telles ressources. En effet, plus elles seront riches et variées, plus nous affronterons les difficultés et les obstacles de manière satisfaisante. Lorsqu'un ensemble d'exigences environnementales ou du milieu apparaissant, par exemple un pic de charge de travail qui durera plusieurs semaines, la personne doit offrir une réponse lui permettant de s'adapter à la situation. Autrement dit, elle doit s'adapter à ces exigences en mettant en marche ses ressources d'adaptation. Comment savoir si l'on est un hyper-empathique? Comme pour l'hypersensibilité, il n'existe pas de test scientifique pour savoir si l'on est ou on n'est pas hyper-empathique. D'autant qu'il existe différents degrés et nuances. Toutefois, la spécialiste Judith Orloff a mis au point une auto-évaluation pour déterminer son niveau d'hyperempathie. Elle a listé 20 affirmations auxquelles il faut répondre soit oui, la plupart du temps,
ou soit non la plupart du temps. Me suis-je déjà vu qualifié de trop sensible, timide ou introverti? Suis-je bouleversée ou anxieuse? Les disputes et les cris me rendent-ils malade? Ai-je souvent l'impression de ne pas être à ma place? Ai-je besoin de solitude pour me ressourcer? Suis-je facilement et fortement incommodé par les odeurs et les bruits? Ai-je des réactions au contact des vêtements, rêches ou des produits chimiques? Est-ce que je préfère prendre ma voiture pour partir plus tôt si je souhaite aller dans une soirée? La situation de stress m'incite-t-elle à trop manger? Ai-je peur d'étouffer dans les relations intimes? Est-ce que je sursaute facilement? Il est important d'expliquer qu'à un moment donné de notre vie, nous ressentons toutes les émotions les plus embarrassantes, comme la jalousie, la colère, la rage, la tristesse. Plus vite nous arrêtons de penser que ces émotions doivent être cachées ou minimisées, plus nous pourrons en tirer profit. Nous voulons ici développer l'idée que la jalousie peut être bonne et que la joie peut être mauvaise, selon la situation dans laquelle nous vivons ces émotions. Ou, ce qui est peut-être plus parlant, vous faire comprendre que le sentiment émotionnel n'est pas bon ou mauvais en soi, mais évolutif. C'est à nous de décider ce que nous souhaitons en faire quand nous les ressentons. Nous savons déjà que l'évolution de la science, qu'il n'y a pas d'émotions inadaptées, mais qu'il y a des comportements inadaptés. Comme par exemple, prenons l'exemple de l'émotion de la colère. Personne n'est à l'abri et personne ne sera à l'abri de ressentir de la colère. C'est une émotion de notre répertoire biologique qui nous a fait évoluer en tant qu'espèce. La colère nous aide dans des situations où il est nécessaire d'augmenter l'activité neurale, le tonus musculaire et la fréquence cardiaque. Par conséquent, la colère, en tant qu'émotion, est nécessaire. Mais ce que nous en faisons peut être inadapté. Nous pouvons ressentir de la colère pour 1000 raisons, mais agir dans une direction ou dans une autre nous marquera. Pour cela, nous devons donc savoir pourquoi nous vivons ces émotions et gérer les réponses possibles de notre répertoire. Nous ne sommes pas capables d'éprouver de la colère, mais nous sommes responsables de ce que nous faisons de son énergie et de son message. L'éducation émotionnelle doit être et sera l'éducation qui nous sépare de tant de souffrances inutiles créées par nous-mêmes. Émotion, une valeur adaptative. Comme nous l'avons déjà vu, les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est le contexte de la personne qui crée cette équation, c'est général et, en même temps, c'est spécifique. Dans les sections précédentes, nous avons parlé de leurs valeurs adaptatives, mais tout comme elles peuvent nous être d'une grande aide, elles peuvent aussi être source de conflits et de perturbations lorsque nous les gérons mal. Les émotions désagréables ont une valeur adaptative, elles nous rendent plus prudents ou plus avertis. Elles peuvent aussi nous donner l'impulsion nécessaire pour défendre nos droits. Cependant, dans le même temps, elles sont aussi à l'origine de nombreuses mauvaises adaptations émotionnelles. C'est pourquoi nous parlons à tort d'émotions inadaptées. Par exemple, l'anxiété est un état émotionnel résultant de pression adaptative au cours de l'évolution qui garantissait la survie des individus en les dotant de la capacité de mieux faire face à des situations menaçantes et potentiellement dangereuses. Cet état émotionnel donne lieu à un large éventail de résultats, du simple état de vigilance à un stimulus potentiel menaçant, en passant par des réactions vigoureuses qui accompagnent leur peur et la panique. Lorsque ces états sont exagérés, c'est qu'ils apparaissent devant un stimuli peu intense qui, dans d'autres organismes, ne déclenche pas d'émotion. On les qualifie également de cette manière lorsqu'il survient continuellement.
et qui génèrent des pathologies telles que les troubles anxieux généralisés, les phobies, les crises de panique et de nombreux autres troubles inclus dans la 5e version du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Mon seuil de tolérance à la douleur est-il faible? Ai-je tendance à m'isoler socialement? Est-ce que j'absorbe le stress, les émotions, les symptômes d'autrui? Est-ce que je préfère une seule chose à la fois, faire une seule chose à la fois? La nature me permet-elle de me ressourcer? Ai-je besoin de beaucoup de temps pour récupérer après avoir été en compagnie de vampires énergétiques? Suis-je plus à l'aise à la campagne que dans les grandes villes? Est-ce que je préfère les soirées en petit comité plutôt que des événements regroupant beaucoup de monde? Si à la fin, vous comptabilisez entre 1 et 5 oui, vous êtes partiellement hyper empathique. Entre 6 et 10 oui, vous êtes modérément hyper empathique. Entre 11 à 15 oui, vous avez de fortes tendances hyper empathiques. Et puis plus de 15 oui, vous êtes un hyper empathique avéré.